Je comprends que vous puissiez vouloir m'interroger sur les questions de développement du secteur privé au Sénégal. Évidemment, parce que comme vous le savez, déjà quand j'intervenais sur les antennes de TV5, quand M. Silla en était le directeur général, j'y parlais surtout de développement du secteur privé, d'industrialisation et de transformation de nos ressources de manière endogène. À l'époque, j'étais déjà chef d'entreprise en Suisse pour développer des chaînes de valeur dans lesquelles il fallait imprimer un partenariat public-privé sur des chaînes de valeur, partenariat stratégique. Mais ensuite, comme vous savez, le succès de cette opération nous a conduit à travailler avec la coopération suisse pour soutenir le développement du secteur privé. Cela m'a amené naturellement à travailler au niveau de la Commission européenne comme coordonnateur plus directeur de développement de secteur privé et commerce dans les 77 pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique, ce qui m'a poussé encore à être administrateur principal à l'OCDE, chargé de la compétitivité, en particulier la compétitivité et le développement du secteur privé au niveau des pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Donc je comprends parfaitement que vous puissiez me poser la question, surtout que au niveau de la Banque mondiale, j'ai dû servir pendant 13 ans et demi comme spécialiste de développement, spécialiste senior de développement du secteur privé et du commerce et de l'intégration en Afrique. Donc, votre atteinte est totalement légitime et ça me fait plaisir de pouvoir contribuer à éclairer certains points de vue sur la question. À la question de savoir si je fais partie de ceux que le président de la République a conviés ce mardi pour discuter de l'emploi des jeunes, en particulier avec le secteur privé, la réponse est évidemment non. Je ne l'ai jamais rencontré, même si j'ai fait parfois des interventions tendant à légitimer sa candidature et à y faire croire. Mais d'abord, je ne réside pas au Sénégal, même si je suis régulièrement. Mais ensuite, parce que je ne suis pas un acteur connu des activités consulaires en matière de dialogue secteur privé-public au Sénégal. Donc je comprends bien que le président de la République puisse s'adresser aux institutions ou aux corps constitués qui sont dans le paysage. Mais comme vous le dites, ça ne m'empêche pas d'essayer de contribuer à construire le processus et le contenu du dialogue entre le secteur privé et les pouvoirs publics. C'est ma vocation, de toute façon, c'est un stigmate que personne ne peut m'enlever, c'est presque un sacerdoce pour moi. Moi, j'évite, en tant qu'entrepreneur et en tant que scientifique pragmatique, de jamais poser les questions en termes lunatiques, c'est-à-dire en termes idéologiques, parce que l'idéologie projette la réalité la tête en bas. Elle permet de mobiliser les gens, et puis ça fait des slogans, mais ça ne fait pas l'hirondelle qui ne fait pas le printemps non plus. Il n'y a pas de problématique d'emploi des jeunes, il y a une problématique de l'emploi au Sénégal. Et la problématique de l'emploi au Sénégal s'adresse aux jeunes, aux vieux, aux femmes. Ça pose le problème à toute personne qui serait en âge d'être employée et qui ne trouve pas d'opportunité d'être employée par le secteur productif au Sénégal. Je dis bien secteur productif parce que si nous avons une crise d'opportunités économiques, nous avons un plafonnement des activités productives dans notre pays, il est normal que l'investissement productif, parce qu'il doit être rentable, ne soit pas motivé et qu'il n'y ait pas de débouché à l'emploi. Donc ça, ce n'est pas une question de formation, ce n'est pas une question d'inadéquation de la formation, parce que même si vous formez des gens qui sont supposément en adéquation avec les besoins de l'économie, s'il n'y a pas de motivation à faire de l'investissement productif rentable et compétitif, il n'y aura pas d'investissement. Donc pas d'investissement, pas d'emploi, ça veut dire chômage, surtout dans un pays où, comme on dit, plus de 75% des jeunes, des gens ont moins de 35 ans. Donc il ne faut pas penser aux problèmes de politique. En termes politiques de l'emploi des jeunes, il faut le penser en termes économiques, en termes de dynamique des systèmes et structures économiques et sociales. J'entends souvent des gens dire, oui, le secteur privé doit pouvoir se prendre en charge, le secteur privé doit être patriotique.
Et le secteur privé lui-même parle de patriotisme économique. Tout ça, c'est des slogans. Le problème, c'est que le rôle d'un gouvernement, c'est de définir la politique économique par des stratégies de développement qu'il décline en programme, projet, intervention. Et le tout doit se tenir. Or, si aujourd'hui le gouvernement est conscient de vouloir débloquer des opportunités d'investissement, il faut que ce gouvernement soit capable de faire une analyse globale des ruptures de séquence qu'il y a dans les chaînes de valeur potentielles, les combler par des investissements en plateformes de compétitivité qui peuvent se composer d'infrastructures physiques et institutionnelles à des points bien précis où on sait que la mise en place d'une telle infrastructure revient à souder ou créer ou combler un maillon d'une chaîne qui libère les opportunités d'investissement pour le secteur privé. Si le gouvernement ne le fait pas, il y aura tout le temps des mangues qui pourrissent, il y aura tout le temps des phosphates, il y aura tout le temps toutes sortes de matières premières qui peuvent être transformées et intégrées dans les chaînes de valeur, et le secteur privé sera incapable de pouvoir anticiper des dynamiques d'investissement. C'est tout à fait normal. Donc, il faut construire le processus et le contenu du dialogue de manière sectorielle, de manière orientée sur le besoin de ressouder les chaînes de valeur. C'est même ça qui va définir la politique de formation, la politique d'éducation, d'emploi. Et c'est là que vous pourrez parler d'emploi adapté. Vous me dites que poser comme ça, c'est clair. Vous me demandez aussi comment faire pour résoudre ce problème. La question serait de dire qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Et la réponse est pourtant très simple. C'est parce que depuis 1979-1980, avec l'avènement des programmes de Washington, du consensus de Washington, plus connu sous les noms de programmes de stabilisation et d'ajustement structurel, nos pays, nos gouvernements ont été tellement endettés et à dessein par le Club de Paris et par les institutions multilatérales, les institutions financières multilatérales, que pour pouvoir même avoir des appuis budgétaires et payer les fonctionnaires, les forces de défense et de sécurité et tout cela, il leur fallait faire des coupes sombres dans leur budget d'investissement. Et la plupart de ces éléments budgétaires concernent la recherche, les infrastructures de santé, de développement, les infrastructures qui peuvent permettre dans n'importe quel pays de faire éclore des opportunités économiques et de les faire réaliser par le secteur privé. Ils appellent ça, par exemple, un investissement avec capital, coefficient de capital élevé, c'est-à-dire que le remboursement ou la rentabilité est différée, mais c'est le rôle d'un investissement dans les infrastructures. Alors, en privilégiant le remboursement de la dette et du service de la dette et du principal de la dette, ça empêche effectivement à ces gouvernements d'avoir la pleine souveraineté des investissements. Et c'est cette souveraineté que ces gouvernements doivent reconquérir, et croyez-moi, il y a bien des moyens de le faire. Vous me dites alors, est-ce que pour ça, il faut rompre avec le système de Bretton Woods? Ma question, évidemment, est non. Parce que les institutions de Bretton Woods, nous en sommes membres, de la même manière que les gouvernements sont des employés des populations. Ces institutions, ce sont les employés des gouvernements qui représentent nos populations. La question n'est pas celle de la rupture. C'est la manière de réengager avec ces institutions, de leur montrer où sont nos priorités et surtout de faire en sorte que ces institutions n'impactent pas sur nos choix budgétaires ou sur nos choix d'investissement. Mais ça, ce ne sont pas des déclarations que l'on fait. Combien de fois on a entendu le président Macky Sall faire ce genre de plaidoyer, faire ce genre de déclaration? Ça fait de beaux discours, mais ça ne fait pas autre chose. Si vous voulez amener ces institutions-là à ne pas pouvoir faire ou exercer un chantage budgétaire qui nous empêche de faire le développement de manière endogène, il faut que concomitamment, nous puissions nous tourner vers d'autres sources de financement. Et moi, j'ai proposé le partenariat stratégique public-privé sur des chaînes de valeur qui peuvent intervenir sur des chaînes de valeur potentielles et féconder des systèmes de coopération bilatérale et multilatérale, y compris des accords de partenariat entre éléments du secteur privé,
qui vont être garantis par la rentabilité des opérations du point de vue des opportunités d'investissement rentable que cela génère. Mais ce n'est pas diable. Moi, toute ma vie, j'ai 69 ans aujourd'hui, enfin, je les aurai le 1er juin, mais toute ma vie, j'ai gagné ma vie en faisant faire des choses comme ça et en levant des dizaines de milliards de dollars d'investissements directs étrangers. Alors, même quand j'étais à la Banque mondiale, comme spécialiste développement du secteur privé, j'ai introduit le développement industriel au Ghana. Et avec les 50 millions du projet de la Banque mondiale, j'ai fait lever 12,6 milliards de dollars d'investissements directs étrangers au Ghana. Alors donc, la question fondamentale est de recourir à l'expertise. Moi, je ne suis plus en âge d'aller dire que je vais chercher à occuper des bureaux et tout ça. J'ai plutôt envie aujourd'hui de pouvoir distiller les connaissances et d'orienter. Mais qu'on ne nous dise surtout pas que la connaissance n'existe pas, parce qu'elle existe, mais qu'on ne nous dise pas aussi qu'il faut passer son temps à faire des dialogues, maslas ou des choses comme ça. Parce que ce que je voudrais dire à mes jeunes frères qui sont au gouvernement actuellement, c'est que le temps leur est compté. Ils ont promis le développement inclusif à nos populations, et de la même manière que je les voyais enthousiastes à porter ce gouvernement au pouvoir par leur carte d'électeur, je les vois tout aussi impatients à dire qu'ils ont revendiqué le pouvoir, ils le leur ont donné, et maintenant ils veulent des résultats. Alors, vous me demandez pourquoi les institutions de Bretton Woods auraient intérêt à nous empêcher de faire des investissements structurels qui nous permettraient de transformer nous-mêmes nos propres ressources. Mais peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, et c'est peut-être ça le motif de mon indulgence envers eux. Mais il suffit simplement qu'ils retournent lire la charte qui a créé les institutions de Bretton Woods pour réaliser que ces institutions ont été créées par leurs actionnaires principaux pour leur assurer l'accès équitable aux ressources dont leurs économies ont besoin pour continuer de se faire un développement à bon compte sans avoir à se faire la guerre, comme à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ces institutions existaient avant nos indépendances, parce que nous étions des propriétés coloniales. Mais au moment où nos États deviennent indépendants, comment se fait-il que nous puissions accepter ce rapport d'inféodation avec ces institutions? Donc, si quelqu'un me dit qu'il veut faire la rupture, la première chose que j'attends de cette personne qu'elle me dise, c'est de me demander, par exemple, si elle ne le sait pas, comment on va opérer la rupture tout en continuant à revendiquer notre appartenance et nos droits sur ces institutions. C'est ça la question fondamentale. À ce moment, on peut se dire que c'était ce qu'on appelle en anglais du travail en continu, du work in progress. Mais lorsque ce gouvernement, maladroitement, je l'espère, laisse penser qu'il a confié les rênes de la rupture avec un système avec lequel ce même gouvernement peut rompre, y compris de manière spectaculaire lors des assemblées de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international devant les journalistes du monde entier, ça me pose un problème. Ça me pose un problème parce que ça projette la perception qu'il y a de la continuité. Et ce que je veux dire, c'est que si on fait un seul pas de trop en rentrant dans ce tunnel-là, on ne pourra jamais s'en sortir. Il ne faut donc pas confondre vitesse et précipitation. Parce que si on continue de poser des actes de cette nature, cela équivaut à renvoyer tous les gens de bonne volonté à une retraite définitive.